Bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, ça y est, c'est parti. La foire du livre du Brive, QV 2005, c'est parti et c'est lancé. 2025. Qu'est-ce que j'ai dit, 25 2005. J'ai dit 2005. Mon Dieu. Mais Amélie, je peux vous dire, j'ai une bonne excuse. Bref, en tout cas, qu'importe. Nous avons passé en effet la soirée ensemble, mais bon, ça c'est une autre affaire. Et par ailleurs, Baptiste, oui. Ça fait 20 ans que nous nous connaissons, donc je pense que votre lapsus révèle nos 20 années d'amitié. Ah, c'est tout à fait... Bah, vous savez quoi, on va trinquer pour ça. Oui. Vous savez quoi ? Thune. Santé. Merci beaucoup, Amélie. Oui, le modérateur a même le droit à un hommage, si ça fait pas plaisir. Bon, en tous les cas, c'est une joie d'ouvrir cette édition, présidée cette année par le président donc de l'Académie Goncourt, Philippe Claudel, en compagnie d'Amélie Nothomb, une fidèle de ce rendez-vous à l'occasion de la publication cette rentrée, de cette cuvée intitulée Tant mieux et qui compte assurément parmi vos meilleurs livres. Ça va bien, Amélie ? Ça va extrêmement bien, vous le savez, puisque nous avons passé la soirée hier soir ensemble. Oui. Et quand nous nous sommes séparés, nous étions tous les deux dans un état d'ébriété avancé au champagne. Mais modéré. Mais modéré. Et la meilleure façon de continuer ça, c'est de recommencer le lendemain. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on dit, donc autant le faire, oui. Voilà. À la vôtre, voilà. Bon. En tous les cas, c'est une joie de vous accueillir ici et puis de pouvoir discuter tranquillement. Avant, évidemment, de vous laisser la parole. Vous en êtes à combien d'éditions de Brive ? Je vous demande ça à chaque fois, mais à chaque fois, ça m'étonne. Je n'en ai aucune idée. Combien de romans ? Déjà ? Écrits ou publiés ? Publiés, j'entends. 34. Donc, on ne doit pas être loin de votre nombre de venues à Brive, à peu près. Ah non, je suis en train d'écrire le 114e. Ah. Donc, ça fait un ratio d'1 sur 3-4, c'est ça, à peu près ? C'est exactement ça, oui. Mais en tout cas, voilà, tant mieux. C'est un roman bien particulier qui donne de nombreuses clés sur tout votre travail depuis des années et des années. Alors, on va juste faire ce petit test. Qui l'a déjà lu dans la salle ? Tant mieux. Ah c'est déjà pas mal. Donc j'espère bien que tous les autres vont se ruer tout à l'heure au stand d'Albin Michel pour la dédicace de ce roman très particulier. Alors, vous avez reçu notamment le prix Renaudot il y a quelques années pour Premier sang, et j'aurais tendance à dire que c'était le pendant paternel de cette histoire. Et là, on a le versant féminin maternel avec Tant mieux. Est-ce que vous seriez d'ailleurs d'accord avec cette définition de votre roman ? Mais complètement. Bon, il m'est arrivé la chose la plus banale au monde, et pas la plus joyeuse. J'ai perdu mes parents. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai l'âge où on perd ses parents. J'ai d'abord perdu mon père. C'était en 2020. En 2021, j'ai publié Premier sang. Donc le livre, c'est pas un livre sur mon père, c'est le livre de mon père. Et puis en 2024, j'ai perdu ma mère. Et j'étais au moins aussi dévastée. Je me suis dit que la moindre des justices, c'était de faire pour ma mère ce que j'avais fait pour mon père. Et il s'est avéré que j'en étais incapable. Ceux qui ont lu Premier sang savent que c'est un livre que j'ai écrit à la première personne du singulier, comme si j'étais mon père, et même j'étais mon père. C'était tellement évident. Je suis mon père. Voilà. Tandis que quand j'ai voulu faire la même chose avec ma mère, mais ça ne fonctionnait absolument pas, parce que avec tout l'amour que j'avais pour ma mère, je suis pas ma mère. Je lui ressemble pas du tout. Je ne parvenais absolument pas à parler en son nom. C'était une abstraction. Je me suis demandé comment écrire le livre de ma mère. Et puis m'est apparue l'idée que ma mère était un personnage de conte et qu'il fallait écrire un conte parce que la jeunesse, l'enfance de ma mère était tellement incroyable, tellement monstrueuse, tellement énorme que sous forme d'un conte, ça passerait très bien. Les gens se diraient simplement « Ah ben voilà, encore Amélie Nothomb qui nous fait un conte. Bien évidemment, elle exagère, elle peut pas s'empêcher, mais c'est rigolo, tout va bien, c'est horrible, mais ça n'existe pas. » Et puis, petit piège, page 178, on tourne la page, et soudain, c'est moi qui parle à la première personne du singulier, et je dis « Voilà, la personne dont vous venez de lire les aventures, cette personne a vraiment existé, c'était ma mère, et d'ailleurs, elle est morte. » Alors justement, Amélie, cette composition est très importante justement dans j'allais dire, la surprise du lecteur, mais je ne veux pas trop en dire, même si ce n'est pas un livre qui repose sur un suspense absolu.
quoique. J'allais dire que c'est l'histoire d'une petite fille qu'on aurait en effet pu rencontrer dans un conte et qui, au départ, va rencontrer ce qui pourrait un peu s'apparenter à une sorcière. Oui, la scène de départ, cette petite fille de 4 ans est confiée toute seule pendant ses vacances en 1942 dans la ville de Gand, en Belgique, à sa grand-mère maternelle qui s'avère un véritable monstre, une véritable sorcière. Comment s'appelle la petite fille ? La petite fille s'appelle Adrienne et la grand-mère s'appelle, comme on appelait les grand-mères de l'époque, elle s'appelle Bonne Maman de Gand, puisque c'était à Gand. La très mal nommée Bonne Maman, puisque c'est un monstre, c'est une sadique. Elle force la petite fille à manger à son petit déjeuner des harengs au vinaigre avec un bol de café au lait. De chicorée ou de chicorée au lait. Je ne sais pas ce qui est le pire. Toujours est-il que la petite fille fait la seule chose qu'elle peut faire, elle vomit. Et la grand-mère lui dit, eh bien, tu mangeras ton vomi. La petite fille mange son vomi, revomit son vomi. La grand-mère lui dit, eh bien, tu remangeras ton vomi aussi longtemps que tu ne le garderas pas. Bon, la petite fille qui est toute seule, qui a 4 ans, qui est toute seule avec ce monstre, comprend qu'elle a affaire à une sadique, comprend que personne ne va venir la sauver et qu'il va falloir qu'elle se tire toute seule de cette situation. Elle se dit qu'il doit bien exister un mot magique qui va pouvoir la tirer de là. Et elle le trouve, le mot magique, c'est « tant mieux ». Elle se répète « tant mieux » en boucle, comme un mantra, moyennant quoi, elle vient à bout de toutes les épreuves. Elle parvient à garder son vomi, elle parvient à affronter le monstre en toutes circonstances, et finalement, tout va très bien. Quand, à la fin des vacances, elle retrouve ses parents à Bruxelles et qu'elle commence à se rendre compte que sa propre mère ne vaut guère mieux que sa grand-mère, bon, elle use de sa formule magique en toutes circonstances, c'est tant mieux toujours, moyennant quoi tout se passe étrangement bien pour Adrienne. Adrienne a 2 sœurs pour qui c'est tout simplement l'enfer, parce que les 2 sœurs n'ont pas le mot magique d'Adrienne. Adrienne, elle va être la seule à s'en tirer grâce à cette parole magique. Alors justement, cette parole « tant mieux » qu'on retrouve en titre de ce roman, on le retrouve évidemment de manière récurrente tout au long du récit, avec des définitions très différentes à chaque fois, évidemment, en tout cas qui se complètent plus exactement. Est-ce que déjà, j'allais dire, ce ne serait pas aussi cette formule « tant mieux » qui était au départ de la rédaction de cet ouvrage ? Ça en fait partie, puisque ma mère était surnommée par tout le monde « Madame Tant mieux ». Donc quand on va écrire la biographie de Madame Tant mieux, c'est un petit peu logique que ça s'appelle « Tant mieux ». Mais c'est vrai que le tant mieux de ma mère était très mystérieux. Tant mieux est une formule de la langue française que nous sommes tous amenés à dire un jour ou l'autre, mais dont ma mère abusait de façon pathologique. Elle trouvait des usages du tant mieux qui étaient, qui mettaient presque mal à l'aise. Que toute catastrophe, et Dieu sait si sa vie en a comporté, comme toutes les vies d'ailleurs, était commentée par un tant mieux qui n'était pas, c'était même pas un tant mieux de stoïcisme, c'était une espèce de tant mieux de bonne humeur pathologique qui venait à bout de toutes les épreuves. Je prenais évidemment cet élément, évidemment pas par hasard, car de livre en livre, on a l'impression que ça c'est aussi quelque chose qui vous hante, c'est la définition des mots, ce qui d'ailleurs intéresse tout écrivain, mais encore une fois, épuiser un mot, réfléchir sur le sens de ceci. Avouez que c'est quand même quelque chose qui vous maraude, qui vous taraude aussi. Qui me taraude. Vous savez, je crois que toute personne a un âge qui compte plus que tous les autres âges dans sa vie. Moi, c'est très clair, mon âge emblématique, c'est 3 ans. Je pense avoir grandi, tout va bien, mais je sais que très profondément, j'ai 3 ans. Qu'est-ce que 3 ans ? C'est l'âge de l'acquisition du langage et de la définition intime du langage. En tant qu'écrivain, c'est aussi ce que je fais continuellement. Je me réapproprie le langage, voire je me l'approprie une première fois, où du moins je retrouve ce stade où on a l'impression de créer le langage en se l'appropriant. On va revenir sur ce personnage de Bonne Maman de Gand. Il en existe une autre aussi, mais justement c'est l'opposé absolu. Il y a une autre grand-mère, la grand-mère paternelle, c'est Bonne Maman de Bruges, qui elle, par contre, est une grand-mère comme on la rêve. C'est une vieille dame douce, profonde, équilibrée, intelligente, responsable, tout le contraire de Bonne Maman de Gand. Ma mère est le produit de ces 2 familles, et je dois dire qu'il y avait les 2 en elle. J'ai toujours senti chez ma mère cette dimension Dr Jekyll et Mr Hyde. Rassurez-vous, c'était vraiment
90% de Dr Jekyll et 10%, 20% de Mr Hyde. Mais ce qui était très troublant, c'est qu'on ne savait jamais très bien à qui on avait affaire. Voilà. Et d'une minute à l'autre, ma mère pouvait basculer de la fabuleuse Madame Tant-Mieux, être solaire et bienfaisant, à une personne sombre et assez brutale. Mais encore une fois, il faut toujours relativiser et casser les clichés. Cette bonne maman de Gand sait se montrer gentille avec certaines créatures, toutefois. Voilà. À force de passer les vacances avec elle, Adrienne découvre le secret de bonne maman de Gand, donc l'abominable sorcière. Elle adore son chat. Elle a une passion absolue pour son chat. Son chat qui s'appelle Pneu. Pneu. Oui. Et quand la petite fille revient chez sa mère à Bruxelles, elle dit, tu sais, bonne maman a un chat, il est merveilleux, je voudrais qu'on ait un chat aussi. Et là, elle voit sa mère mais se décomposer de haine. Et dire, mais non, nous n'aurons pas de chat. Bon, jusqu'à présent, c'est pas très grave de ne pas avoir de chat. Mais c'est là que sa mère, véritablement, pète les plombs, révèle sa haine pathologique des chats et devient serial killer de chats, ce qui est authentique. La mère de ma mère, donc ma grand-mère maternelle, a été serial killer de chats à Bruxelles de 1942 à 1985. Et parfois avec un sadisme, comment dire, assez prononcé. Avec un véritable sadisme. Elle tuait les chats au moyen d'un tiroir. C'est-à-dire qu'elle attrapait les chats, elle les mettait dans un tiroir en faisant dépasser la tête, et puis elle fermait le tiroir. Tout ça avec une vraie jubilation. Et qu'il s'agisse de chats de gouttière ou chats un peu plus nobles d'ailleurs. De tous les chats, indépendamment des différences sociales entre les chats, qu'ils soient des chats aristocratiques ou les derniers des chats de gouttière, tout s'y passait. Pourquoi ? Parce que sa propre mère, la fameuse bonne maman de Gand, ne lui avait jamais donné d'affection, alors qu'elle vénérait les chats. Et un jour, elle avait convoqué ses 3 filles au bord de son lit, en ayant ses chats dans ses bras, elle a dit « Vous voyez mes filles, vous, je ne vous aime pas, mais mes chats, eux, je les aime. » Donc c'était vraiment du sadisme. Votre Adrienne va tout de même avoir une sorte d'ami, d'allié, d'un genre un peu particulier, une sorte de jouet, oui, ami, confidente en quelque sorte, à la fonction étonnante et au nom encore plus étonnant. Donc, ma mère, confiée seule à 4 ans chez l'abominable bonne maman de Gand, demande un jouet. La grand-mère la regarde, un jouet, mais pourquoi faire ? Et la petite fille répond, pour jouer. Bon, la grand-mère trouve ça ahurissant que cet enfant de 4 ans ait besoin d'un jouet, va dans sa cuisine, revient avec une cuillère en bois et dit, tiens, voilà ton jouet. Et la magie de l'enfant s'opère parce que la cuillère en bois devient le jouet enchanté de ma mère. Et ma mère l'a choisi comme poupée, comme objet transitionnel. Et puisque c'est sa poupée, elle lui donne un prénom. Et la cuillère en bois s'appelle Maïzena. Et pourquoi ? Il me semble que c'est un très bon nom pour une cuillère en bois. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les cuillères en bois de manière générale, c'est vraiment cette cuillère très précisément. Cette cuillère en bois-là qui devient sacrée et absolument magique et qui la sauve pendant toutes ses vacances. Juste pour qu'on ait aussi ce contexte historique qui est bien précis et que vous mettez juste par petites touches, nous sommes dans quelle période précisément ? C'est en 1942, c'est pendant la guerre, dans des milieux troubles. Mais la petite fille n'a pas tellement conscience de la guerre parce que... Elle voit qu'il y a des choses quand même bizarres qui se passent. Elle voit qu'il y a des choses très bizarres qui se passent. Il est question des Allemands. Mais chez elle aussi, c'est la guerre. C'est la guerre entre sa mère et sa grand-mère. C'est la guerre entre son père et sa mère. En fait, tout le monde se bat, tout le monde se hait dans son entourage. Donc la petite fille a beaucoup de mal à différencier la grande guerre politique de la guerre qu'elle voit dans sa famille. Mais c'est aussi un livre, j'allais dire, sur les relations entre femmes, même au-delà de la famille, et ça arrive un petit peu plus tard dans le texte. C'est vraiment c'est la pathologie de ma famille maternelle. C'est la haine féminine, la haine des femmes. La haine des femmes se transmet de mère en fille, de génération en génération, et apparemment jusque Mathusalem. Là, je ne parle que de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère et de ma mère, mais apparemment, ça a été le cas depuis toujours. Et c'est là que ma mère est un personnage absolument stupéfiant, puisque ma mère arrête le processus. Sa grand-mère la hait,
ma mère aime sa grand-mère, sa mère la hait, ma mère aime sa mère, et ces deux, aussi bien la vieille dame que la jeune femme, sont absolument troublées par cette petite fille qui, au lieu de les haïr comme ça se fait depuis toujours, au fond les aime bien. Et du coup, la haine s'arrête. C'est uniquement là, puisque ma mère a eu 2 sœurs avec qui la haine s'est prolongée. Mais ma mère est cette femme qui, sans le savoir, ma mère est une femme très simple, elle n'avait pas du tout la vocation d'être une grande philosophe, ma mère a bloqué une lignée de haine antédiluvienne, à preuve qu'elle a eu 2 filles qu'elle a aimées. Notamment, enfin voilà, lorsque le mot amour et je l'aime très précisément arrive, il arrive avec une efficacité et il claque dans votre livre soudain. Est-ce qu'en fin de compte, ce livre, l'air de rien, c'est pas une réflexion sur ce qu'est l'amour et le côté irrationnel de l'amour? L'amour est parfaitement irrationnel parce qu'on ne comprend pas pourquoi Adrienne aime sa mère, on ne comprend pas pourquoi elle aime sa grand-mère, mais c'est comme ça, elle les aime et ça provoque de véritables troubles. On voit que la grand-mère et la mère sont très déstabilisées d'être aimées par cette petite fille à qui elles n'ont jamais adressé que les pires messages. Et ça modifie l'équilibre familial, mais de façon assez positive, y compris quand Adrienne vient sauver sa mère, parce que sa mère subit elle-même des violences puisqu'elle est battue par son mari. La petite Adrienne, à l'âge de 9 ans, vient s'interposer entre sa mère et son père avec une poêle à frire et en disant à son père « Si tu tapes encore ma mère, je te tue ». Et ça bloque, là aussi, un processus de violence familiale. Non seulement le père cesse de battre la mère, mais ils font un nouvel enfant ensemble. En plus, oui, c'est vrai. Oui. Et les relations entre sœurs sont aussi très importantes les relations entre sœurs sont terriblement importantes. Mais ça, c'est la chose la plus typique de mon univers à moi. Je pense que j'ai bien des définitions, mais je pense que je suis plus que tout une sœur qui aime sa sœur et qui est aimée de sa sœur. Ce qui a le plus compté dans ma vie, c'est d'être la sœur de Juliette Nothomb. Mais l'amour, ça dépasse simplement le cadre de la famille, ça va bien au-delà. Mais bien évidemment que ça dépasse le cadre familial. Mais sa famille, c'est quand même les premières personnes qu'on connaît. Donc, si ça se passe mal avec votre entourage familial direct, je ne dis pas que ça va forcément se passer mal ailleurs, mais ça ne va certainement pas faciliter les choses. Avoir un exemple d'amour à la maison, c'est quand même, je pense particulièrement à l'amour parental. Je pense que l'amour qu'on va pouvoir construire dans son couple à l'âge adulte va être extrêmement dépendant de ce qu'on aura vu, de ce qu'on aura vécu comme amour avec ses parents et de ce qu'on aura vu comme amour entre ses parents. Amélie Nothomb, en lisant cet ouvrage, on est happé aussi par une capacité à être... votre capacité à être toujours surprenante dans la tonalité. On peut passer d'une scène d'effroi pur à une scène un petit peu d'humour noir, à un passage profondément émouvant, à quelque chose de, j'allais dire, beaucoup plus froid. Encore une fois, sans cesse, vous changez la tonalité. Malgré tout, il y a une unité. Comment est-ce que vous travaillez ça? Parce que c'est aussi important pour surprendre votre lecteur. Le tenir, le happer. Vous savez, écrire pour moi, c'est faire de la musique. J'aime la musique plus que tout. J'écris des livres parce que je ne peux pas écrire de la musique, parce que je n'y parviens pas. Mais c'est quand même ma musique. Et la musique qui m'intéresse, c'est la rhapsodie. La rhapsodie suppose les changements de rythme incessants, les changements de ton incessants. C'est pas du tout du Bach, ce que j'écris comme musique. Donc, vous êtes plutôt fan de métal d'ailleurs, entre autres. En plus, je suis fan de métal, donc c'est pas du tout du Bach. Donc oui, il y a ces changements de rythme, de mélodie constants. Et puis, j'ajouterais que c'est exactement comme dans l'enfance. L'enfance ne cesse de changer de ton. Moi, quand je repense à mon enfance, je vois des changements de ton continuels. D'une minute à l'autre, on passe de la joie la plus extrême au désespoir le plus absolu. D'ailleurs, parfois pour des choses qui n'en valent absolument pas la peine, mais qui, dans l'enfance, paraissent terriblement importantes et abyssales. Amélie Nothomb, vous l'avez évoqué tout à l'heure, votre livre est constitué en 2 parties, je le dis pour simplifier, et donc vous prenez véritablement la parole dans cette dernière partie. Pourquoi ça vous a paru nécessaire? Pourquoi ne pas, par exemple, continuer simplement l'histoire de votre mère? Pourquoi avoir fait coïncider ces 2 angles différents au sein de la même œuvre? C'était indispensable.
bon, un des éléments qui font que j'ai vraiment dû écrire ce livre et le publier, c'est que quand ma mère est morte, je n'ai pas été capable de dire que ma mère était morte. Quand mon père est mort, je l'ai dit à qui voulait l'entendre. Je disais à tout le monde, vous savez, mon père est mort. Ma mère est morte, je n'ai pas été capable de le dire. Les gens me demandaient, tiens, comment va votre mère? Je disais, oh, elle va très bien. Bon, au bout d'un an, je me suis dit, mais Amélie, il faut faire quelque chose là, c'est pas possible. Bon, quand j'ai affaire à un problème psychologique qui me dépasse, je ne connais pas 36 solutions. La seule solution pour moi, c'est d'écrire un livre. Voilà, ce livre devait contenir beaucoup de choses, mais aussi, l'idée, c'était quand même d'enfin cracher le morceau « Ma mère est morte ». Donc, il fallait qu'à un moment, je dise, en fait, la femme dont je parle, en fait, c'est ma mère, et au fond, elle est morte. Tout simplement, mais vous revenez encore une fois Oui. en détail sur sa vie, votre rapport à celle-ci. Et franchement, cette dernière partie, j'ai relu le livre dans le train juste avant, vous voyez, d'arriver ici, et j'avais la larme à l'œil parce que vous avez trouvé vraiment des mots très justes et qui, je pense, sont profondément universels. Voilà. Merci Baptiste, je vais me verser un peu de champagne pour supporter j'avais même tout ce pas que vu vous me dites. D'autres formes de larmes en quelque sorte. Voilà. Aussi, je m'aperçois que de livre en livre, Amélie, Oui. on a l'impression que vous dégraissez de plus en plus votre écriture. Elle est de plus en plus dépouillée, de plus en plus simple. Est-ce que ça, c'est aussi vraiment rentrons dans la technique de l'écrivain. Est-ce qu'elle vous est naturelle ou au contraire vous retranchez sans cesse? En fait, il m'est très naturel de retrancher sans cesse. Plus j'écris, et bon, j'en suis à mon 114e livre, c'est comme ça que j'apprends, c'est en écrivant beaucoup. Plus j'écris, plus je sens tout ce que je vais pouvoir enlever. Et ça se fait même avant même que je l'ai écrit. Vous savez, quand on écrit une phrase, il y a la pulsion de la phrase, et puis après, le rasoir. Le rasoir qui permet d'abord de sculpter sa phrase, de sculpter le son de sa phrase, mais aussi de sculpter son sens. Et voilà, il y a le grand principe de Hemingway, le principe de l'omission significative. C'est absolument vrai. C'est plus vous allez enlever à votre texte, plus il signifiera et plus le lecteur sera bouleversé. Bien évidemment, il ne faut pas arriver au stade où on enlève tellement tout qu'il n'y a plus rien. Hein. Mais voilà, tout l'art de l'écriture consiste à deviner le peu d'informations qu'on peut laisser et à ne pas douter de l'intelligence du lecteur qui comprendra très bien ce qu'on n'a pas écrit. Est-ce qu'il y a dans Tant mieux, j'allais dire, des passages, des idées, des figures qu'on pouvait retrouver dans certains livres que nous n'avons pas lus voilà. Est-ce que, par exemple, cette figure maternelle, vous l'aviez évoquée dans certains de vos romans qui ne sont pas publiés? Absolument pas. C'est vraiment la première fois que je parle de cette mère-là, à telle enseigne que dans beaucoup de mes livres publiés, il y avait des figures maternelles presque toutes délétères, ce qui... J'ai bien vu que j'avais provoqué un malentendu avec ça. Beaucoup de gens en avaient conclu que j'adorais mon père, ce qui est absolument vrai, mais que je détestais ma mère, ou du moins que j'avais des relations très difficiles avec ma mère, ce qui n'était pas vrai du tout. Donc, c'était important pour moi aussi de rendre justice à ma mère, de dire « Oui, c'est vrai, j'aimais profondément mon père, mais voyez comme j'aimais aussi ma mère. » Et bon, bien sûr, c'était une femme pleine de paradoxes et tout n'était pas facile avec elle. Mais elle était quand même très facile à aimer. Je cite juste les 5 dernières lignes de votre ouvrage. Avec ma mère, il y a eu une heure innommable, inconcevable, une heure où j'ai été quelqu'un qui m'épouvante. C'est la seule fois de ma vie, je crois, que j'ai ressemblé à ma mère. J'aime beaucoup cette fin. Merci. Vous savez, c'est vrai, toute ma vie, j'ai essayé de ressembler à ma mère. Ma mère était tellement belle, tellement Madame Tant mieux. Comment ne pas vouloir ressembler à cette femme? J'ai pu faire tous les efforts que j'ai pu. Je n'ai jamais ressemblé à ma mère, sauf pendant une heure précise de ma vie, justement le 11 février. J'ai rien révélé de ce qui se passait avant. Je voulais juste cette citation. Vous avez raison, il ne faut pas que j'en dise tout. C'est à la fin du livre que je révèle l'unique heure de ma vie où j'ai vraiment ressemblé à ma mère. Bon, rassurez-moi, vous ne vous considérez pas comme une Madame Tant pis quand même. Je ne suis pas Madame Tant pis, mais je suis une Madame Tant mieux de seconde main. C'est-à-dire que je vois bien que ma mère avait inventé le tant mieux. Moi, je me suis inspirée du tant mieux de ma mère. Mais chez moi, c'était... Elle a trouvé ça toute seule quand elle avait 4 ans. Moi, j'ai dû m'appliquer à lui emprunter son tant mieux. Et j'ai décidé de lui emprunter son tant mieux. Je ne l'ai pas inventé. En tous les cas, voilà, découvrez
tout le sens de cette formule qu'on utilise parfois de manière un peu naïve et qui pourtant peut signifier bien des choses à travers toutes les pages de ce roman, et qui est vraiment, j'insiste bien, particulièrement universel. Voilà, ça c'est aussi le but de la littérature, Baptiste. Même de manière éloignée. Alors, je vois que comme vous êtes très nombreux, j'imagine que vous avez beaucoup de questions toutes et tous. Alors, la parole est à vous. Qui va monsieur, mais vous savez quoi ? Vous allez venir sur scène. Si, j'ai peut-être un petit cadeau pour vous. Si, venez. Allez, on l'applaudit, s'il vous plaît. Monsieur. Oui, si, venez. Vous avez le droit à votre coupe de champagne, quand même. Le cadeau pour la première question. On sait que pour le premier à poser une question, c'est toujours difficile, voilà. À votre santé. Allez, on va même trinquer, allez. Allez, chin. À votre santé. Merci beaucoup. On retrinque. Et il est bien frais, c'est parfait. Génial. Alors, on vous écoute. Écoutez, j'ai été très touché par ce que vous avez dit sur votre mère et votre famille. Et j'ai l'impression, moi, de déjà être à une époque de ma vie où, justement, j'ai envie de dire tant pis. Ah. Et oui, mais attendez, c'est pas fini. Et ma question, c'est quel conseil donneriez-vous à un jeune homme qui souhaite lui-même devenir écrivain et qui voudrait que son père, qui est juste là, soit fier de lui avant sa mort. Donc, c'est magnifique. Bon, alors, on commence bien les questions là. Alors, déjà, je vais commencer à l'envers. Je pense que votre père est déjà fier de vous de toute façon. Peut-être. Maintenant, si vous voulez devenir écrivain, chose que je comprends très bien, écrivez sans relâche. Écrivez sans relâche. Il faut une patience et un courage et une capacité à ne pas se décourager. Voilà, devenez monsieur tant mieux. C'est vrai que les tentatives d'intimidation sont innombrables sur le chemin d'un jeune écrivain. Ne vous laissez pas intimider. Et puis, ayez une Bible, et la Bible que je préconise, déjà pour tout le monde, mais à plus forte raison pour tout jeune écrivain, c'est L'être à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Tous les conseils dont un écrivain a besoin sont dans ce livre. Merci beaucoup. Merci monsieur. Voilà. Je vais vous laisser reprendre le micro. Voilà. Mais vous pouvez garder la coupe de champagne, bien sûr. Vous avez bien sûr le droit, évidemment. Non, il faut toujours donner un petit gage à celui qui se lance en premier. Alors. On est désolé, il n'y aura pas de coupe de champagne pour la deuxième question. Voilà, c'était. Alors, non, ça va. Alors, d'autres questions dans le public ? Oui. On vous écoute, on vous apporte un micro. Hop. Bonjour. Il est là. La parole est à vous, madame. Bonjour. Votre mère s'appelait Danielle. Oui. Je voulais savoir comment vous aviez choisi le prénom d'Adrienne. Alors, j'ai changé tous les prénoms du livre, alors que rien ne m'y obligeait, parce que je sentais que du côté de ma famille maternelle, la situation était beaucoup trop grave. Du côté de ma famille paternelle, ça allait, je pouvais garder les prénoms, c'était pas si grave. Mais bon, ma famille maternelle est une famille dans laquelle règne la violence. Ma grand-mère était serial killer de chats, etc. Enfin, il y a tous les agissements de ce genre, donc je me suis dit, quand même, changer les prénoms, c'est plus sûr. Pourquoi Adrienne pour ma mère ? D'abord, il était très important. Mes grands-parents avaient eu 3 filles et avaient pronostiqué d'avoir 3 garçons. Et ils avaient choisi des prénoms de garçons à l'avance quand la mère était enceinte. Et quand la petite fille est née, pour marquer la déception, ils avaient donné à la petite fille la forme féminine du prénom masculin. Donc il était important que ce soit un prénom féminin qui soit la forme féminine d'un prénom masculin existant. Adrien, ça fonctionnait. Daniel, ça fonctionne aussi. C'était le cas aussi pour les 2 sœurs de ma mère, dont on peut facilement retrouver les prénoms. Elles avaient aussi des prénoms qui étaient la forme féminine d'un prénom masculin existant pour que tous les jours de leur vie, quand on les appelle, elles sachent qu'elles étaient le résultat d'une déception. Par ailleurs, j'ai gardé la séquence de voyelles, Daniel, Adrienne, et puis la dernière allusion est nervalienne. Dans Sylvie de Gérard de Nerval, il y a le personnage d'Adrienne que j'aime infiniment, qui est une jeune femme grande et belle. Ma mère était grande et belle, je trouve que ça lui allait très bien de s'appeler Adrienne. Merci madame.
Alors, autre question, je vois juste devant derrière. Hop. Ouais, hop, là. Et ensuite. Bonjour. Je voudrais savoir une question un peu personnelle. Vous parlez de changement de ton dans le foyer et tout. Vous savez si votre mère avait des problèmes de troubles, de comportement? Oh, mais c'est certain. Ma mère avait certainement... Vous savez, aujourd'hui, on vit à l'époque du diagnostic. Nous sommes tous diagnostiqués. On a tous un trouble qui porte un nom. Mais vous savez, ce n'est pas nouveau. En fait, ça fait des siècles, des millénaires, qu'on est tous malades. Et simplement, ma mère appartient à la génération qui n'est pas diagnostiquée. Mais aujourd'hui, on dirait certainement, je ne sais pas moi, qu'elle a... un trouble sûrement très grave, mais... Finalement, enfin, j'hasarde une théorie, c'est moi qui parle, hein, je ne suis pas médecin, excusez-moi. Je me demande si c'est pas mieux de ne pas savoir de quoi on est malade. Il y avait certainement quelque chose qui tournait pas rond chez ma mère, mais c'était Madame Tant Mieux. Moyennant quoi, chaque fois qu'on lui disait « Mais maman, tu sais que là, tu déconnes. Hein, enfin, on lui disait pas ça comme ça, parce qu'on était bien élevés. On disait « Là, il y a quelque chose qui tourne pas rond, tu sais, ça va pas, là. » Et ma mère disait toujours « Allons !» Bon, il y avait une forme de santé. Même dans sa folie, il y avait une forme de santé. C'est-à-dire que c'est aussi ce qu'elle me disait à moi quand elle voyait que je n'allais pas bien. Elle disait « Allez, tu n'as pas le droit. » Une façon de dire « C'est vrai, on ne va pas bien, mais on ne va pas céder à ça. » Je trouve que c'est aussi une très belle façon d'être Madame Tant Mieux. Bien sûr que nous sommes tous malades. Mais est-ce qu'on va pour autant baisser les bras? Est-ce qu'on va pour autant ne pas vivre parce qu'on a un trouble psychologique? D'autres interventions? Oui. Bonjour. Bonjour Amélie, bonjour tout le monde. Merci, un grand merci d'être là et de nous régaler comme d'habitude, de votre présence, de vos mots et de votre passion. Moi j'ai 3 petites questions en une. Qu'est-ce qu'il y a de plus belge en vous? Qu'est-ce qu'il y a de plus français en vous? Qu'est-ce qu'il y a de plus japonais en vous? Oh, alors... 3 réponses en une, donc, Amélie. J'ai grandi dans le fantasme que j'étais japonaise. Vraiment, il a fallu que je retourne au Japon à l'âge de 21 ans, que je m'y installe, que je me fiance avec un jeune homme japonais pour que je prenne conscience d'à quel point j'étais pas japonaise. Mais je me suis quand même construite sur cette fiction. C'est très intéressant. Ça veut dire que jusqu'à 21 ans, je me suis construite sur la fiction d'être japonaise. Il en reste forcément quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais certainement beaucoup de choses. Je suis belge, évidemment que je suis belge, c'est tellement flagrant. Je ne suis absolument pas française. Croyez-moi, j'ai depuis que j'habite votre beau pays et que, avec même un indigène de votre beau pays, puisque je vis avec un Français, c'est merveilleux. Je vis à l'étranger. Tous les jours, je vois des comportements. Vous êtes un peuple tellement étrange. Je peine à voir ce que je pourrais avoir en commun avec vous. Alors là, vous allez tout de suite me dire, mais et qu'est-ce que vous buvez là exactement? Oui, alors je tiens exactement à dire que, certes, les premiers buveurs de champagne au monde sont évidemment les Français. Mais qui sont les deuxièmes buveurs de champagne au monde, malgré leur très faible population? Les Belges. Donc... Finalement, je crois qu'il n'y a strictement rien de français en moi et que je crois qu'il faut arriver à la conclusion que je suis vraiment une Belge. Mais est-ce que vous ne seriez pas aussi française pour votre amour de la bonne chair? Parce que je crois savoir que vous aimez bien la nourriture. Mais ça, c'est belge à fond. C'est belge? C'est belge à fond, ça. Vous savez que qu'est-ce qui définit la cuisine belge? C'est la qualité française, la quantité belge. On voit ce que ça peut signifier, en effet. Alors, d'autres questions, qu'elles soient littéraires, gastronomiques ou touristiques? Oui. Alors, le micro arrive jusqu'à vous. Hop. Juste en rose, voilà. Hop. Nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que depuis le temps que vous écrivez, est-ce que l'écriture vous étonne toujours ou vous anime toujours? Plus j'écris, plus l'écriture m'étonne. Parce que c'est justement quand on croit avoir fait le tour de quelque chose qu'on le découvre vraiment. Qu'on quitte le stade du simple apprentissage
du matériel pour découvrir les propriétés infinies de l'écriture, pour découvrir tout ce qu'on peut faire avec l'écriture. Plus j'écris, plus l'écriture me fascine. Vous n'êtes pas délivré de moi. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, dites donc. Je m'en réjouis. Hein. Alors, d'autres questions? La dame en bleu ciel. Ah oui. La dame en bleu ciel, et ensuite, hop, vous êtes 3. Je peux vous apporter mon j'ai failli dire mon briquet. C'est presque ça. Non, le micro arrive. Hop, je vous en prie, Amélie. Hop. La dame en bleu ciel au 2e rang. Voilà. Je me permets de montrer, c'est pas très beau, mais je suis pragmatique. Bonjour, on vous écoute. Bonjour. Je voudrais ajouter l'explication de maïzena. Parce oui. que moi, je suis de la génération où on utilisait le maïzena. J'ai vu ma mère l'utiliser. Comme c'est un épaississeur, il faut toujours tourner avec une cuillère en bois pour que ça prenne. Mais voilà, c'est l'explication. Bien sûr. Merci, madame. Merci. Et pareil, moi, je suis de la génération où il y avait des petites franges au fauteuil. Idem, ma mère a passé son enfance à faire des nattes aux franges des fauteuils. Et voilà. C'est extraordinaire. Merci, madame. Alors, de l'autre côté, 2 personnes. Voilà. Hop. Est-ce que Juliette, votre sœur, a lu votre dernier livre et du coup, qu'est-ce qu'elle en pense? C'était une question qui m'angoissait extrêmement. Quand j'ai écrit ce livre sur notre mère, soumettre ce livre à ma sœur, mais également à mon frère, c'était pour moi vraiment l'étape capitale. J'ai franchi cette étape, j'ai offert ce livre à ma sœur et à mon frère. Et tous les 2 ont eu la même réaction. Ils l'ont lu et ils ont pleuré. Et ils ont dit, c'est maman. Et ça, je peux vous dire que c'est la plus belle réaction que je pouvais espérer. Ils ont reconnu ma mère dans cette femme. Ça veut dire que mon portrait était fidèle. Parce que je ne ressemble pas du tout non plus à ma sœur et à mon frère. Mais s'ils ont reconnu ma mère dans ce personnage, ça veut dire que je l'ai décrite pour ce qu'elle était. Donc même dans cette reconnaissance, on peut dire tant mieux. Oui, mais je constate un truc. Depuis que j'ai publié Tant mieux, je dis 15 fois plus Tant mieux. C'est comme une épidémie. Et mes lecteurs aussi, on se surprend à dire Tant mieux tout le temps. Ma mère agit encore, c'est extraordinaire. Le pouvoir de la transmission des mots. Oui. Alors... Une dame au premier rang. Une dame au premier rang et ensuite, juste derrière, voilà. Madame. Bonjour. Absolument pas. La dame demandait si j'avais écrit sur mes parents tant qu'ils étaient vivants. Je vous jure que ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Il a vraiment fallu qu'ils meurent pour que je commence à vouloir écrire sur eux. Je pense que ça dit aussi l'une des fonctions de l'écriture. L'écriture existe contre la mort. Quand on perd un être cher et qu'on en est dévasté, une des solutions, c'est de faire revivre cette personne par l'écriture. Juste derrière. Mademoiselle ? Oui. Ah, petit problème de micro, on va y arriver, vous inquiétez pas. Est-il déjà arrivé de ne plus arriver à écrire du tout ? Absolument jamais. Je sais que c'est une des bizarreries de ma personne. Il n'est jamais arrivé que je ne... Voilà, j'ai commencé à écrire à 17 ans. Il m'a fallu beaucoup de tâtonnements pour y arriver, pour atteindre quelque chose qui ressemble à l'écriture qui est vaguement la mienne aujourd'hui. Ça a été très difficile de trouver l'écriture et de trouver l'inspiration. Je pense l'avoir trouvée vers 22 ans. Mais à ce moment-là, le jour où je l'ai trouvée, je me suis dit, maintenant, tu vas écrire tous les jours, mais absolument tous les jours, quoi qu'il arrive, au saut du lit. Et de préférence 4 heures par jour, parce que 4 heures, c'est la bonne proportion. C'est un effort suffisamment soutenu pour que ton corps conserve ce qu'il convient d'appeler la musculature de l'écriture. Et je pense que c'est ça, le secret de l'inspiration. Beaucoup de gens me demandent quel est le secret de mon inspiration. Le secret de mon inspiration, il est tout à fait simple. C'est que le jour où j'ai trouvé l'inspiration, je ne l'ai plus jamais lâché. C'est comme un sortilège qu'il ne faut jamais laisser partir. Je pense que la principale différence entre moi et la plupart des écrivains que je connais, c'est qu'entre 2 livres, ils s'interrompent. Moi, à la seconde où j'écris le mot « fin »
au terme d'un manuscrit, mais la seconde d'après, je commence le suivant. Je me dis qu'il faut tout le temps rester dans le sortilège, qu'il ne faut jamais le laisser partir. Alors, je vous laisse juge du résultat. Je ne prétends pas un instant que tout ce que j'écris soit prodigieux. Mais le fait est là, il n'est jamais arrivé que quelque chose ne vienne pas. Et les jours extrêmes, les jours où j'ai 42 fièvres et où j'écris quand même, il y a des moments où la mise en écriture est très difficile. Et à ce moment-là, je vous livre un secret, qui est un secret dont des chamans m'ont dit par la suite que c'était un secret chamanique, donc je faisais du chamanisme sans le savoir. Les jours où j'y arrivais pas, je prenais mon stylo et je faisais ce geste-là dans l'air. 2 minutes plus tard, les mots venaient. Donc là, c'est un vrai... Vous savez pas quoi écrire ? Faites ce geste-là dans l'air. Quelque chose viendra. C'est peut-être justement ce mystère qui vous fait continuer à nous écrire de si beaux romans. À l'image de Tant mieux, livre absolument formidable, effrayant, drôle, profondément touchant, juste, universel. J'insiste lourdement sur ce mot, mais c'est vrai. Tant mieux, le dernier roman d'Amélie Nothomb, toujours publié aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu. Des questions-réponses en ouverture. Vous allez rejoindre votre stand, celui donc des éditions Albin Michel, pour dédicacer. J'en profite pour recommander vivement, parce que ça doit sortir ces jours-ci en VOD ou bien encore en DVD et Blu-ray, le film d'animation tiré de l'œuvre d'Amélie Nothomb, Amélie et la métaphysique des tubes. Une merveille. Alors, le film d'animation Amélie et la métaphysique des tubes qui sort le 15 en DVD, c'est une pure merveille, il faut se jeter dessus. Un très beau cadeau de Noël en tout cas.